Bonsoir à tous, bonsoir Denise. Bonsoir Mohamed. Où va le Mali? Quel avenir pour le Mali? 2 questions au cœur de cette émission spéciale, la 3e que nous consacrons au conflit malien et que vous pouvez suivre en direct sur notre site internet tv5monde.com et sur la page Facebook de TV5 Monde. N'hésitez pas, réagissez, vos commentaires, vos questions. Un numéro exceptionnel, 2 mois tout juste après le début de l'intervention militaire française au Mali. Une émission, Denise, en 2 parties. Une première partie consacrée à la situation politique et militaire, alors que les principales villes aux mains des djihadistes durant 10 mois ont été reconquises avec succès. Les combats se concentrent désormais dans le massif des Iforas. Combien de temps faudra-t-il aux troupes françaises et tchadiennes pour venir à bout des djihadistes ? L'avenir du Mali sera au cœur de la seconde partie de cette émission. Après avoir gagné la bataille militaire avec l'aide des forces alliées, les Maliens devront gagner le plus dur, la bataille politique. Et oui, la bataille politique. Denise, 1h30 au total ensemble avec tout au long de cette émission des reportages. Nos envoyés spéciaux ont enquêté sur place. Ils sont allés à Tombouctou, à Gao, dans la région de Mopti également. Analyse, interview, débat avec des invités à la mesure des enjeux. 2 ministres des Affaires étrangères avec nous ce soir sur TV5 Monde. Thiéman Koulibaly, merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre malien des Affaires étrangères. Amoudou Touré Cheaka, merci d'être avec nous. Bienvenue. Vous êtes le représentant spécial de la CEDEAO à Bamako, au Mali. La CEDEAO, on le rappelle, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Avec nous également Laurent Fabius, bonsoir à vous, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le ministre français des Affaires étrangères, ministre d'État numéro 2 du gouvernement français. À l'heure qu'il est, Laurent Fabius, des soldats français combattent très certainement dans la vallée des Iforas, dans le nord-est du Mali, avec des soldats tchadiens également. Ça va durer combien de temps ? L'opération qui concerne les Iforas va durer encore quelques semaines, puisque l'objectif, c'est de réduire et d'éliminer les groupes terroristes. Il y a eu déjà une action extrêmement efficace, qui s'est accompagnée malheureusement aussi de quelques pertes côté français, côté tchadien, mais les terroristes ont subi vraiment de grosses pertes. Et donc, mon collègue Le Drian, qui suit tout cela, me dit que nous en avons pour quelques petites semaines dans la drare des Iforas. Mais il n'y a pas que cela. Il y a en particulier, vous avez cité Gao, une résistance plus importante que ce que certains pensaient à Gao. Ce n'est pas le même groupe. Dans la drare des Iforas, c'est AQMI. À Gao, c'est surtout le Moudjao, des narcoterroristes. Et il faut s'en occuper très sérieusement. Et puis, il faut bien sûr, petit à petit, que le passage se fasse des villes qui sont actuellement contrôlées vers la MISMA et les troupes maliennes. Mais vous dites, pardonnez-moi, vous dites le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, disait quelques semaines. Il y a quelques temps, on disait mois de mars, ensuite avril. Ça ne va pas se prolonger comme ça indéfiniment. Il ne faut pas tout confondre. C'est le cadre de votre émission. Je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que quand on parle du Mali, il y a 3 actions en permanence à avoir à l'esprit. Il y a l'action de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, rien n'est possible. Donc c'est l'aspect militaire. Il y a l'action démocratique, le dialogue démocratique, la préparation des élections, et puis il y a l'action économique pour le développement. Il faut avoir tout ça en tête. Là, nous sommes en train de parler de l'action militaire, sécuritaire. Donc elle a commencé il y a déjà maintenant 2 mois. C'est un très grand succès, il faut le dire. Et il faut dire bravo et notre admiration à toutes les forces qui se sont concentrées sur cette tâche. Enfin, un travail absolument admirable. Et donc, pour la partie Iforas, on en a encore pour quelques semaines au maximum. Il faut aussi s'occuper du Moudjao, il faut s'occuper de quelques autres terrains. Et puis, petit à petit, pour assurer la sécurité, le relais va être pris par les troupes de la MISMA, les troupes maliennes. Mais quand je disais le mois fin mars, début avril, je pensais à ce qui concerne les Iforas. Et le président de la République française a dit qu'à partir du mois d'avril, il allait pouvoir avoir une certaine réduction du nombre des troupes françaises. Ça ne veut pas dire du tout, parfois il y a eu des interprétations malencontreuses, on va partir du jour au lendemain. Il ne s'agit pas, ce serait ridicule, nous sommes aux côtés de nos amis maliens, nous voulons faire le travail, nous voulons détruire les terroristes, mais évidemment, petit à petit, le relais va être pris par d'autres responsables. Thiéman Koulibaly, à terme, les troupes françaises sont donc appelées à se retirer. Est-ce que vous appréhendez leur départ, que les populations, elles, redoutent ? Non, bien sûr que non. Je crois qu'il faut resituer les choses dans leur contexte. La France a été appelée, mais vraiment au secours, comme on a dit. Nous étions dans une discussion politique. Nous avions engagé un processus politique qui devait nous conduire à un dialogue entre Maliens. Des Maliens, groupes armés, qui auraient
décroché du terrorisme et qui se serait départi de toute action violente comme étant mode d'expression politique. Entre-temps, nous avons été attaqués. Nos premières lignes de défense ont été attaquées. Au centre du Mali, à Konna, tout le monde a suivi ça. Il y a une colonne qui a fondu sur Konna, une qui s'apprêtait à fondre sur le fuseau ouest, Diabali, Léré, tout ça, en réalité, pour prendre l'ensemble du pays. Et le président de la République du Mali a fait appel à la France. La France est intervenue, nous avons stoppé avec la France la descente de ces forces narco-terroristes, repoussé un peu plus haut dans le nord, comme c'était prévu, et les combats se déroulent dans le Tigargar. Ce n'est pas facile. Mais la France n'a pas vocation à rester au Mali. Alors, ce que cette crise a révélé, quand même, c'est le dénuement total de l'armée malienne. Est-ce qu'elle sera à mesure, est-ce qu'elle sera à la hauteur d'assurer cette relève, en attendant la prise de fonction de la MISMA sous le mandat onusien? Aujourd'hui, la MISMA est déployée sur le terrain. Il y a plus de 6 000 hommes sur le terrain. 6 000. Ils sont pas au front. Au front, il y a la France et l'armée tchadienne. Écoutez, Konna a été libéré et stabilisé. Diabali, pareil. Ce sont des forces de la MISMA qui sont positionnées là. Il y a 6 300 hommes qui sont sur le terrain et qui sécurisent des zones qui, elles, étaient infestées de terroristes. Toute la zone ouest qui fait frontière avec la Mauritanie était occupée par les forces terroristes. Et aujourd'hui, les troupes de la MISMA sécurisent ces villes-là. Et les combats qui se déroulent au nord ont pour objectif de détruire tout le dispositif logistique criminel qui avait été installé là par AQMI et ses sous-officines. Alors, la France est intervenue en ami solidaire du Mali. Aujourd'hui, nous devons donner à la MISMA et aux forces maliennes tous les moyens nécessaires, toutes les ressources et militaires et financières nécessaires pour que les missions qui ont été décrites par la résolution 2085 puissent être poursuivies. Et nous avons besoin de stabiliser tout ça. Et il faut aller à l'ONU, avoir des consultations, des discussions qui vont certainement nous conduire vers une nouvelle résolution qui, elle, va créer une mission onusienne avec un mandat clair. Une résolution qui est annoncée pour la mi-avril, Laurent Fabius. Oui, nous sommes en train d'en discuter. Il y a une préparation qui est faite au Conseil de sécurité. Nous faisons ça avec nos amis maliens. Et ce qu'a dit mon ami Coulibaly est parfaitement exact. Et donc, nous sommes en train d'en discuter aux Nations Unies. Il est probable que la décision va pouvoir être prise au mois d'avril. Elle sera en application plus tard, parce qu'il y a des délais d'application. Mais ça va vouloir dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura toujours des troupes très importantes, bien sûr, qu'elles seront sous mandat des Nations Unies, que du coup le financement sera pris en charge par les Nations Unies, que ce sont des procédures des Nations Unies, mais ça signifie que, et c'est ça l'essentiel pour les habitants du Mali, qu'il y aura une sécurité, qu'ils seront protégés. On a l'impression qu'il y a quand même une certaine gêne. Monsieur le ministre malien des Affaires étrangères nous dit effectivement que la MISMA agit sur place, elle sécurise sans doute. On a quand même l'impression qu'elle agit franchement pas beaucoup. Qu'est-ce qui manque à cette MISMA? On dit que 5800 soldats sont sur place. Qu'est-ce qui lui manque pour être opérationnel? Merci beaucoup. Moi, je voudrais profiter de cette occasion pour qu'ensemble nous recadrions un tout petit peu le débat. Pour avoir suivi l'ensemble du processus de mise en place du concept d'opération, jusqu'à ce jour, je peux vous dire que pour une fois en Afrique, une bonne coordination à l'échelle internationale se déroule pour sauver la paix, pour lutter contre le terrorisme au monde. Et je pense qu'il est bon de comprendre un peu ce qui se fait, pour ne pas donner l'impression justement de mal apprécier ce qui se fait ou d'aller un peu trop vite. Souvenez-vous tout simplement que lorsque le concept d'opération a été accepté, tout au départ c'était la CEDEAO avec la MISMA. Pourquoi la MISMA s'est transformée en MISMA? C'est parce que très vite nous nous sommes rendus compte que le problème dépassait énormément les capacités de l'Afrique, je ne dis pas seulement de la CEDEAO. Du coup, nous avons eu recours au Conseil de sécurité des Nations Unies pour établir un cadre légal international nous permettant de pouvoir bénéficier de l'appui de pays qui auraient plus de moyens que nous. Je crois qu'il ne faut pas oublier cela. Lorsque, comme le dit Monsieur le ministre, les rebelles ont attaqué, nous avions la certitude que nous avions des déficiences en matière de renseignement. Nous ne savions pas exactement qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Pas plus le Mali du reste, puisqu'il n'y avait pas d'administration sur le terrain. Il n'y avait pas l'armée sur le terrain. Donc nous n'avions pas une idée très claire.
Deuxièmement, nous étions conscients que nous n'avions pas les possibilités en matière de logistique, surtout en ce qui concerne le transport stratégique. Ensuite, il y a la couverture aérienne. Nous savions avant le commencement de ces opérations que nous n'aurons pas à faire face à une guerre conventionnelle, mais à une guerre asymétrique. Le premier souci, c'était d'intervenir le plus efficacement possible en évitant le plus de vie humaine, la perte de vie humaine. Ceci nous a amené à nous dire, lorsque l'attaque a été déclenchée, il faut aller très vite vers ceux qui peuvent nous aider à intervenir rapidement, de manière précise, pour éviter des vies en perte humaine, mais pour arrêter la gangrène. C'est cela le sens de l'appel à l'égard de la France. Et c'est extrêmement important. Gangrène, monsieur le ministre, je voudrais dire mon plein accord avec mes deux collègues. Et c'est important à la fois historiquement et c'est important pour ceux qui nous regardent. L'intervention de la France, à la demande du Mali, des amis de la CEDEAO, de la communauté internationale, c'est parce qu'elle était la seule, dans les quelques heures dont nous avons disposé, à pouvoir, avec ses troupes, bloquer les terroristes. Et donc, c'est pas simplement une question malo-malienne, je ne sais pas comment il faut dire, parce que si les terroristes étaient descendus jusqu'à Bamako, ça veut dire que l'État malien devenait un État sous le contrôle des terroristes et que l'ensemble des pays de la région étaient menacés. C'est ça. Juste sur l'adjectif, ça fait plusieurs fois tous les trois que vous utilisez, vous particulièrement, monsieur Fabius, ce mot terroriste. Oui. On sait que c'est un concept, la guerre contre le terrorisme, que l'on attribue à tort ou à raison aux néoconservateurs américains. Mais qu'est-ce qui vous en différencie ? Je vous arrête tout de suite. Qu'est-ce qui me différencie de monsieur Bush ? À mon avis, la différence n'est pas très difficile à établir. Mais est-ce que c'est une guerre à l'échelle internationale, comme le disait M. Chaka ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des groupes souvent terroristes ou narco-terroristes, c'est-à-dire le lien entre la drogue, les prises d'otages et le terrorisme, qui se sont constitués, qui ont des méthodes qui s'appellent l'assassinat, la torture, qui ne respectent absolument rien, et qui sont à l'origine de tout ça. Alors parfois il y a une couverture religieuse, mais souvent c'est une couverture religieuse. Mais certains ont dit, peu nombreux, mais ce qu'on fait, c'est contre les musulmans. Mais la population du Mali est essentiellement musulman et les terroristes tuaient les musulmans. Donc ça n'a rien à voir. Le coup d'État du 22 mars, ce ne sont pas les djihadistes. Vous savez, franchement, le Mali est une république. Elle est laïque. Moi qui vous parle, je suis musulman. Ceux qui parlent au nom de l'islam ne sont pas légitimes. Au contraire, ce sont des assassins, ce sont des trafiquants de drogue. Et notre État est souverain. C'est pour ça qu'on les appelle des terroristes. Est-ce que vous pensez que le projet que ces gens avaient d'installer une république prétendument islamique, qui en fait s'adosse au grand trafic de drogue, projet qui se finance avec la prise d'otages occidentaux, projet qui agit par la terreur, c'est ça le terrorisme, en violant des jeunes filles devant leur père, en violant des femmes devant leur mari, en coupant des mains, en coupant des pieds. Vous appelez ça comment, vous, si ce n'est le terrorisme ? Non, c'était pas sur le terme, c'est-à-dire c'était sur l'objectif. Oui, est-ce que c'est une guerre qui s'inscrit dans celle internationale ? C'est une guerre qui s'inscrit contre un projet criminel. Contre l'État du Mali. Je me permettrai de vous reprendre. Enfin, j'entendais, je ne sais pas si c'est vous, monsieur, ou voilà. Tout à l'heure, on disait djihadiste. Il faut faire très attention, et vous le savez peut-être mieux que nous, parce que je ne vais pas m'ériger en docteur de quoi que ce soit. Mais le djihad, ça a une signification particulière. Ça peut vouloir dire développer son projet, etc. Et puis, souvent, on utilise ce terme de manière plus large en disant ce sont des terroristes. Même chose, il y a une confusion avec les islamistes. L'autre jour, je donnais une interview à une radio, à une télévision française, et j'entends que sur une télévision arabe, c'était traduit la France intervient contre les musulmans. Pas du tout. Donc c'est pourquoi le mot de groupe terroriste, je ne dis pas le terrorisme en général, mais les groupes terroristes, pour bien différencier, voilà, me paraît être exactement l'objectif. Vous voyez. Abdou Touré Chaka, je voulais revenir sur cette force de la MISMA. On voit que le Tchad, le Burundi, la Guinée équatoriale et même le Congo, dans une certaine mesure, ont annoncé leur participation à cette MISMA. Est-ce que c'est déjà l'embryon d'une force panafricaine ? Elle est déjà panafricaine. Encore une fois, nous l'avons élargie en fonction du danger qui était en face de nous et qui dépassait nos capacités. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, et ça peut-être c'est le lieu de le préciser, on a l'impression que sur le terrain c'est
des forces qui interviennent de manière désordonnée. Tout cela est coordonné. Je voulais vous dire que le 14 février, le commandement de Serval, le commandement des forces armées maliennes et le commandement de la MISMA ont signé ce qu'ils appellent les directives communes, qui couvrent la période du 14 février au 31 mars. Retenez que toutes les interventions sur le terrain sont coordonnées par le commandant de la MISMA et les interventions de l'armée française rentrent dans ce cadre où il s'agit de spécialiser les potentialités existantes sur le terrain. Alors vous dites, les troupes de la MISMA, on ne les voit pas. Si, le commandement a défini, comme cela a été précisé dans la lettre du président de la République du Mali, que les forces qui viendront en appui aux forces maliennes viendront en soutien pour sécuriser les lieux libérés. C'est exactement ce que la mission africaine fait en ce moment. Lorsque face au danger, la France a pris sur elle de compenser nos faiblesses et de faire des frappes chirurgicales, retenez quand même que c'est la première fois qu'il y a une guerre de cette dimension où il y a très peu de pertes en vies humaines du côté de la population. C'est grâce aux compétences des forces françaises. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, lorsqu'on a libéré ces villes, il faut les sécuriser. Ce n'est pas la peine d'insister un peu trop sur les capacités de l'armée malienne. Nous le savions et le Mali était le premier à demander secours. C'est parce qu'on savait que l'armée avait des limites. Insistant, les Maliens eux-mêmes insistent, monsieur. Mais on sent au sein de la population c'est bien ce des que craintes. je dis. Donc elle-même a demandé secours parce qu'elle connaissait ses limites. Les Africains au niveau de la CEDEAO ont demandé secours parce qu'ils comprenaient leurs limites. Donc aujourd'hui, si on met plus de gens à travailler ensemble de manière coordonnée, il s'agit tout simplement de remarquer pour une fois en Afrique, une intervention militaire se fait de manière coordonnée à la demande des Africains pour un objectif bien déterminé. Et je reviens là-dessus pour dire, au départ, nous pensions que c'était des problèmes politiques. Le Mali a connu plusieurs rébellions. On n'a jamais eu à mobiliser des troupes internationales. Pourquoi on l'a fait aujourd'hui? Parce que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a une économie criminelle qui s'est installée au nord du Mali, dont les racines vont depuis l'Amérique latine jusque vers les pays du Golfe. Et à ce moment, pour protéger les activités criminelles, il s'agissait de trouver un élément mobilisateur. Et dans un pays à 90% musulmans, il était beaucoup plus facile de dire, écoutez, nous venons pour promouvoir l'islam, etc. Alors on va aider. Mais bien sûr, on va revenir sur la question politique. Mais je pense que c'est tout cela qui fait qu'il ne faut pas que nous glissions vers un combat ou des conflits qui seraient alimentés par la religion, etc. La religion n'a servi que d'alibi. On reviendra tout de même sur la question Touareg tout à l'heure, et notamment celle du MNLA que nous combattons aujourd'hui. Alors, monsieur l'émir, vous parlez des exactions justement de ces groupes islamistes armés. Je vous propose de partir sans plus attendre à Tombouctou, une ville qui, en tous les cas, sur le plan culturel, a payé un lourd tribut. Vous le savez sans doute, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses richesses culturelles, historiques également. Alors, les combattants islamistes ont littéralement détruit les mausolées qu'elle refermait. Cette ville a été libérée par les forces françaises et maliennes sans résistance le 28 janvier dernier, 6 semaines après le départ des islamistes. Elle a retrouvé une relative tranquillité. Les blessures y sont sans doute moins profondes que dans d'autres villes du nord du pays, théâtre de combat à l'heure qu'il est. Mais vous allez le voir tout de même, la peur règne encore parmi les populations dites à peau blanche, touareg ou encore arabes, accusées d'avoir collaboré avec les groupes djihadistes. C'est un reportage signé Pascal Priestley, Guillaume Gouet et Bertrand Martineau. Quelques militaires en mission, 4 journalistes, 3 techniciens de la télévision malienne envoyés réparer son émetteur détruit. Pour les privilégiés dont nous sommes, c'est un rare avion de l'armée française qui relie Bamako à Tombouctou. 1 heure de vol contre 2 jours au moins d'une route terrestre encore incertaine et même impossible lorsque nous l'avions tenté. Des djihadistes signalés, nous avaient dit les autorités, des mines. Même libérée et plus calme que Gao, la cité mythique reste isolée, difficile d'accès. Sur l'aérodrome transformé en base, les forces africaines de la MISMA promises tardant à arriver, des troupes françaises fraîches sont venues relever celles qui, le 28 janvier, avaient arraché la ville aux djihadistes. L'occasion aujourd'hui sur sa place principale d'une fête populaire, la première depuis le passage triomphant de François Hollande.
Joie sincère et messages insistants de pages tournées. Merci, on est content. Vive la France, vive la France. Merci. Merci. Nous sommes très contents de ce qu'on a vu. Avant, lorsque ces bandits armés ils étaient là, ici, dans notre pays, pour voler notre pays, on ne peut même pas parler à notre maman. Moi, on m'a frappé ma mère. Quelques-uns, pourtant, manquent à la fête de cette concorde officiellement multicolore. Les Touaregs, d'abord, pourtant déclencheurs de la cascade d'événements. S'ils sont ici très minoritaires, leur mouvement national de libération n'avait pas moins conquis Tombouctou un an plus tôt, avant d'en être chassés par les islamistes. Aujourd'hui, comme évaporés, ils sont partis, nous dit-on, évasifs, en brousse ou vers les camps de réfugiés de pays voisins. Autres absents, bien éloignés dans l'échelle sociale, mais eux aussi distingués par leur peau claire, ceux qu'on appelle ici les Arabes. Souvent de gros commerçants d'origine mauritanienne ou algérienne, établis de longue date à Tombouctou. Eux aussi ont fui ou se terrent, accusés de collaboration avec les djihadistes, parfois non sans raison. Beaucoup d'armes ont été retrouvées dans les stocks de leurs magasins aujourd'hui dévastés, généralement non par pillage populaire comme on l'a dit, mais par perquisition militaire. Dans leur quartier désormais désert, nombre de maisons sont closes, parties sans laisser d'adresse, souvent dès le début de l'intervention française. Sur le seuil de l'une d'elles, nous rencontrons Boubacar, 13 ans. Il reste seul avec son grand-père. Son père, Mohamed, a été emmené devant lui 4 jours plus tôt par des hommes en armes, vêtus d'uniformes maliens. On ne l'a plus revu. Ils sont venus à la maison et ils ont appelé mon père par son nom. Ils ont dit « Mohamed, on a une petite question à te poser ». Ils l'ont mis dans un véhicule et ils l'ont recouvert d'une bâche. Quelqu'un a dit « On emmène l'enfant ?» Un autre a répondu « Laisse, laisse ». Des habitants du quartier nous mènent vers d'autres familles où la même scène s'est déroulée le même matin. Un mari, un père arrêté ou enlevé dont on est sans nouvelles. Caché dans l'ombre de ses cours, mais aussi entouré de voisins d'autres ethnies, une population dite arabe, apeurée, la face obscure de Tombouctou. Vers 9h30, depuis qu'ils l'ont amené, rien eu comme nouvelle. Rien. Ils sont partis au camp pour chercher, rien. Selon notre enquête, 8 personnes ont été prises ce même jour par des hommes vêtus d'uniformes de l'armée malienne. 2 semaines plus tôt, les cadavres de 2 personnes arrêtées dans les mêmes circonstances ont été retrouvés près de la ville, hâtivement enterrés. L'autorité militaire jure ne rien savoir. Qui les détient, ces commerçants? Je n'ai aucune idée par rapport à ça. Vous pensez qu'il y a des groupes paramilitaires qui peuvent œuvrer sous votre uniforme? Je n'ai aucune information par rapport à cette question. Ignorance fort peu crédible, mais l'hypothèse de militaires agissant hors hiérarchie ne peut en revanche être écartée. Avant même sa conquête du Nord, la rébellion s'était illustrée il y a juste un an par le massacre d'Aguelok, une centaine de soldats maliens, pour beaucoup froidement égorgés. Le crime le plus sanglant du conflit, traumatisme vivace dans une armée de surcroît par la suite humiliée, un souvenir susceptible d'entretenir une soif de vengeance plus brûlante que le discours officiel. Ce qui est en commun entre nous, militaires, population, ethnie, tanta, c'est le Mali. Le Mali appartient à nous tous. Donc on est obligé d'abord de se réconcilier envers nous-mêmes, de racoler, mais ça va prendre un peu de temps en fonction des degrés d'urgence de telle ou telle entité. En dépit de quelques rancunes motivées, les comptes à régler sont peut-être à cet égard moins lourds ici qu'ailleurs. L'occupation djihadiste a certes exaspéré, mais la souffrance de la population fut plus inégale qu'il n'est généralement dit. À Tombouctou, beaucoup de harcèlement quotidien, notamment des femmes, enfermées ici au gré des caprices de miliciens exaltés, et plusieurs viols rapportés, une amputation en 10 mois et une exécution, celle d'un djihadiste accusé de vol. Fort d'une communauté structurée et peut-être aussi d'une expérience millénaire, les habitants ont ici rusé, négocié et finalement pas mal obtenu en termes d'assouplissement. Directeur d'école retraité, Mahaman Alidji Touré fut à la tête d'un conseil de crise formé de notables de la ville, l'un des interlocuteurs des djihadistes locaux. Compagnon de pèlerinage du chef redouté d'Ansardine, Iya Gaggali,
il a pu dans bien des cas leur tenir tête ou tout au moins atténuer les brutalités. Bon, on leur a aussi souvent dit que vos agents commettent des exactions. Ils nous ont dit d'apporter les preuves. On a souvent apporté des preuves et nous avons pu constater que des fois, il est arrivé des fois, ou en tout cas au moins une ou deux fois, où ils ont en tout cas quand même grondé des agents. Ils ont même puni certains de les pour dire que vraiment ça, le service a été mal fait. Vous avez vraiment tort. Nous, on ne critique pas ça. Aujourd'hui, alors que les autorités civiles n'ont toujours pas été vraiment rétablies à Tombouctou, Mahaman Ali Dji Touré s'emploie à calmer les éventuels débordements anti-peau blanche. En quoi faisant? Moi, j'affirme que toute cette population, vraiment en tout cas comme n'est pas là, il y a bel et bien des innocents. Il y a des gens qui n'y sont pour rien du tout, qui sont partis tout simplement parce qu'ils ont eu peur. Ça, il y en a. Maintenant, il s'agit en tout cas quand même vraiment tout ça de remettre en tout cas quand même de l'autre. Ceux qui ne sont pas là-dedans, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument en tout cas quand même vraiment aller à eux. Et c'est pour cela que je disais que nous, en tout cas quand même, au niveau du comité, nous travaillons d'arrache-pied pour vraiment en tout cas recoudre le tissu social. La réconciliation, peu de Tombouctiens s'y disent hostiles. Tolérance et faculté de pardon sont même, nous répétons, un trait local. Elles restent pourtant virtuelles alors que les communautés suspectes ont massivement fui. La poursuite des combats et des actions violentes plus au nord demeure en outre un obstacle évident. Cher Bouani Kunta est l'imam d'une des innombrables mosquées de la ville, à Mabangou. Sa bienveillance a des limites. Il n'est pas question de tout pardonner. Ceux qui ont déposé les armes et reconnu leurs fautes, oui, à la rigueur. Mais sûrement pas les terroristes qui continuent à agir. Ceux-là, on ne leur pardonne pas. Rumeur aidant, la frontière entre les uns et les autres est pourtant parfois confuse. À l'inverse, souvent de la capitale, on entend pourtant guère à Tombouctou la rhétorique d'une invasion strictement étrangère, soluble donc par l'élimination ou l'expulsion des vaincus. Les miliciens qui ont sévi sont pour beaucoup, reconnaît-on, des enfants du pays. Le retour des communautés apeurées est inéluctable. Aujourd'hui déjà, nous sommes en train de sensibiliser les gens à s'accepter, à se pardonner, parce que nous sommes intimement liés, nous sommes liés même par le sang. C'est le brassage ethnique qui existe entre nous. Vous ne verrez pas un tamashek qui n'a pas une femme noire, ou bien un noir qui n'a pas une femme tamashek ou arabe. Donc nos enfants sont les mêmes. Donc de par cette collaboration, de par cette, ce métissage entre nous, et on ne serait pas être revanchard, jamais. Au contraire. Presque insulaire, Tombouctou n'est pas Gao ni Kidal. En s'en emparant il y a près d'un an, les djihadistes avaient certes emporté un symbole majeur et frappé l'opinion. Ils n'ont en revanche jamais pu y imprimer profondément leur marque, trop étrangère à des traditions ici trop ancrées. Cela donne aujourd'hui à l'apaisement une chance particulière. Timon Coulibaly, une réaction à ce reportage? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que déjà, le dernier intervenant parlant du brassage au Mali fixe bien les choses. La rhétorique raciale, voire avec des relents un peu racistes dans cette affaire-là, est un grand tort qui est causé aux Touaregs du Mali. Les Touaregs n'ont jamais été le problème du Mali, ne sont jamais le problème du Mali. Il y a une minorité d'activistes qui, à travers les années, pour telle ou telle autre raison, souvent c'est parce que les rébellions apportaient des dividendes à certains moments donnés. Pour d'autres, c'est qu'il y avait des opportunités à saisir pour faire durer un pouvoir féodal qui aujourd'hui n'a plus de raison d'être au Mali. Bref, peau blanche, peau noire, c'est une rhétorique qui n'a aucun sens au Mali. Vraiment aucun sens. On vient quand même de voir des exactions. L'ONU parle aujourd'hui encore d'exactions de l'armée malienne. Hier, en tous les cas, dans un rapport. Non, Votre réaction à ce rapport? Vous savez, cher ami, ce que je veux vous dire, c'est que le gouvernement a émis des positions claires sur les exactions. Tout acte qui viendrait à contrevenir aux droits de l'homme,
au code éthique et aux règles d'engagement internationalement admises pour ce genre d'opération, sera puni. Le président de la République s'est exprimé là-dessus il y a encore 2 jours, sur la RFI d'ailleurs, de manière claire. Alors, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de confusion. Vous savez, les traumatismes sont des 2 côtés, et nous ne pouvons pas contrôler chaque individu sur le territoire du Mali. Ce sur quoi nous, gouvernements, sommes engagés, c'est de faire respecter les droits de l'homme. Et par les populations et par l'armée au premier chef. Parce que c'est le début de la reconstruction d'une armée républicaine et qui sera respectueuse des droits de l'homme. Sur l'exemple précis de Kidal, par exemple, vous parliez d'activistes Touareg, sans doute le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. C'est comme ça que ce mouvement appelle la partie nord du Mali. Monsieur Fabius, les troupes du MNLA, si l'on peut dire, sont à Kidal. Est-ce que c'est pas une atteinte à la souveraineté du Mali ? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Revenons un petit peu en arrière. Nous sommes en train de gagner la guerre. Mais il faut aussi gagner la paix. Ça, c'est l'élément central. Pour gagner la paix, il faut évidemment que l'administration malienne réinvestisse partout. Se déploie sur le territoire. Il faut que l'armée malienne se reconstitue, les Européens vont y aider, et il faut que toute exaction qui serait commise soit sévèrement punie. J'ai d'ailleurs saisi le président Traoré il y a quelques jours pour lui rappeler cette position qu'il partage. Donc c'est clair, il faut gagner la paix et on a besoin de toutes ces conditions et en même temps on a besoin, le gouvernement malien vient de mettre sur pied cette commission du dialogue et de la réconciliation qui est absolument indispensable et on a besoin d'aller vers les élections, une date a été fixée à la fin du mois de juillet, c'est tout ça qu'il faut faire pour qu'on ait un fonctionnement qui redevienne normal. Alors en ce qui concerne le MNLA, la position française est extrêmement claire. Si on veut un dialogue et une réconciliation, il faut qu'il y ait discussion avec la diversité entre les autorités de Bamako et la diversité des Maliens. On a comme le sentiment qu'il y a un traitement de faveur pour Kidal et qui est toléré par la France. Non, mais il y a 2 conditions à ça pour discuter avec les différents groupes. Premièrement, chacun de ces groupes doit reconnaître l'intégrité du Mali. C'est-à-dire que tout ce qui est, il faut qu'il y ait l'État malien d'un côté et puis l'Azawad de l'autre. Non. L'intégrité du Mali. Si nous avons le soutien de la communauté internationale dans cette affaire, c'est parce qu'on est d'accord sur certains principes. Premier principe, intégrité du Mali. Deuxième principe, la condamnation de tout terrorisme et le refus de la constitution d'une armée qui sera à côté de l'armée malienne. Il n'y a qu'une armée dans un pays qui est l'armée régulière. Bon, à partir de là, il peut y avoir, si vous voulez, des phases intermédiaires, mais sur le MNA comme sur les autres groupes, si ce mouvement veut se transformer en mouvement politique, pourquoi pas, mais il faut qu'il respecte l'intégrité du Mali et il ne peut pas disposer d'un armement particulier. Il n'y a que l'armée malienne. L'armée malienne est absente de Kidal. Non, mais l'armée malienne ira à Kidal comme elle ira dans les autres parties du territoire au fur et à mesure de sa reconstitution. Est-ce que gagner la bataille politique, ce n'est pas aussi, Monsieur Chehaka, discuter avec le MNLA, y compris de la question du futur statut de cette région qu'il revendique? Je voudrais rappeler une position que les chefs d'État de la CEDEAO ont définie clairement. D'abord en janvier, lors de la réunion extraordinaire du 19 janvier, et tout dernièrement à Yamoussoukro. Il n'est pas question de s'attendre à ce que le gouvernement malien discute avec des groupes armés. Si des groupes qui s'estiment originaires ou légitimement pouvoir partager la vie commune de tous les Maliens sur le territoire malien décident d'aborder franchement des discussions d'ordre politique pour régler des problèmes de développement qui sont communs à tout le monde. Il n'y a aucune raison qu'on aille identifier qui s'appelle MNLA, qui s'appelle Ansardine, etc. Je pense que c'est la position de départ. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, je voudrais sur le plan militaire vous expliquer que si l'armée malienne n'est pas à Kidal, il n'y a aucune décision, je peux vous le dire, ni de la part du gouvernement, ni de la part des troupes françaises, ni de la part de la MISMA, de faire en sorte que les troupes n'y aillent pas.
L'armée malienne... Ce n'est pas la question, mais pourquoi les forces du MNLA y sont? Non. Je pense que si le MNLA, ou ce qu'on appelle le MNLA, est là, c'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Mais les troupes françaises qui sont sur place savent très bien que ceux avec qui ils combattent quotidiennement, c'est pour détruire le terrorisme. Ça, c'est très clair. Je n'ai jamais eu de rapport expliquant que des troupes du MNLA se sont trouvées face aux troupes de la MISMA, aux troupes françaises. Alors la MISMA, précisons-le, c'est la mission internationale de soutien au Mali. On ne l'a pas encore précisé depuis le début de cette émission. Simon Koulibaly, un mot sur cette future armée malienne dont l'organisation a été confiée au capitaine Sanogo. Est-ce qu'il est encore légitime pour conduire une telle opération? Non, vous vous trompez. Il est chargé de réformer l'armée malienne. Il n'est pas chargé de réforme. Il préside un comité de suivi des réformes. Mais est-il légitime pour le faire? Aujourd'hui, il est soldat malien. C'est quand même le chef de la junte. Il n'y a plus de junte. De l'ex-junte. Denise. Et permettez à un des principaux opposants à ce coup d'État de vous le dire, il n'y a plus de junte au Mali. Et le capitaine Sanogo, c'est un soldat malien. Il n'a plus du tout de pouvoir aujourd'hui à Bamako? Non, mais il y a un gouvernement au Mali. Rendez-vous compte. Il y a un gouvernement, il y a un président qui a été investi selon les dispositions de la Constitution du 25 février 1992. Sur le plan institutionnel, c'est derrière nous. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est qu'il faut faire très attention. Nous avons appelé l'armée française pour nous aider à sauver la République, pas pour faire une enclave à Kidal. Parce que c'est insidieux, ça. Ce qui est dit, c'est comme si l'armée française était en train de protéger des positions ennemies au Mali. Non, je m'inscris totalement en faux contre cela. Ni l'armée française, encore moins les troupes de la MISMA. Vous savez, l'armée malienne ne progresse pas au même rythme que ses amis sur le terrain. Nous n'avons pas les mêmes moyens que l'armée française. Si nous avions les mêmes moyens que l'armée française, nous les aurions pas appelés. Sur le capitaine Sanogo, il y a une opération presse morte hier à Bamako parce que le Républicain a publié une lettre d'un soldat en colère contre justement les avantages qui seraient octroyés au capitaine Sanogo. Le directeur de la publication se retrouve en prison. Ça veut bien dire qu'il a quand même encore du pouvoir, qu'il est craint à Bamako. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Que c'est le capitaine Sanogo qui aurait arrêté un journaliste? Pas du tout. Je constate que c'est une lettre, en tous les cas, qui était critique envers lui, qui a provoqué son arrestation. Là-dessus, si je peux dire un mot. D'une part, en ce qui concerne l'armée malienne, qui doit être reconstruite, reformée, c'est l'Europe, c'est une opération qui s'appelle EUTM, qui, sous la direction d'un général, qui s'appelle le général Lecointre, en liaison, bien sûr, avec les autorités maliennes, va opérer, avec des financements européens, va opérer cette reformation, puisque cette armée, dans les faits, elle n'avait plus d'équipement, elle a besoin d'être reformée. Deuxièmement, il y a un principe qui dicte notre comportement, à nous, intervenants européens, mais c'est vrai pour tous les démocrates. Partout, le pouvoir militaire est soumis au pouvoir civil. C'est comme ça que ça fonctionne dans une république. Alors, ça peut être monsieur X, monsieur Y, peu importe, peu importe dans les faits, mais de toutes les manières, les militaires sont soumis au pouvoir civil. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est une condition. Nous ne sommes pas intervenus dans les conditions où nous sommes intervenus pour qu'il y ait un pouvoir militaire ou une partie du pouvoir militaire qui s'arrange. Mais est-ce que la France peut intervenir, Laurent Fabius, pour libérer ce journaliste, le directeur de la publication? C'est une affaire que vous suivez à titre personnel? La France, je vous ai défini les principes qu'elle applique, et je suis sûr que le gouvernement malien fera ce qu'il faut pour que la presse soit respectée. Laurent Fabius, par la voix de son président, le Tchad a annoncé la mort d'Abou Zaïd et de Mokhtar Ben Mokhtar. Pourquoi une telle prudence de la France à propos de la disparition de ce chef islamiste? En ce qui concerne Abou Zaïd, il est probable qu'il est décédé. Maintenant, je vais vous faire toucher du doigt, vous le savez d'ailleurs, nous devons vérifier tout cela. Or, pour le vérifier, il n'y a pas 36 méthodes. Il faut prélever de l'ADN de l'intéressé et de l'ADN de gens de sa famille pour faire la comparaison. C'est très difficile, je ne veux pas rentrer dans les détails macabres, mais par le fait que les corps sont souvent éclatés, en plus qu'il fait extrêmement chaud en ce moment, il fait 45 degrés. Bon, donc nous sommes en train d'opérer cette vérification, j'espère qu'elle va être possible sur Abou Zaïd, sur Ben Mokhtar ou sur d'autres. Il est
très vraisemblable qu'il y ait eu beaucoup de chefs ou de sous-chefs qui ont été détruits dans ces opérations. Parce que revenons quand même toujours à l'élément de base, il s'est agi de détruire des groupes terroristes qui non seulement menaçaient évidemment le Mali, mais l'ensemble de la région. Et on n'a pas cité le nom des pays, mais tous les pays qui sont représentés à la CEDEAO étaient aussi menacés. Mais est-ce que la disparition de ces deux islamistes, qui sont des anciens du GIA, peut amener l'Algérie à revoir sa position sur sa participation à la résolution de cette crise malienne ? L'Algérie a un comportement absolument impeccable. L'Algérie a elle-même beaucoup souffert du terrorisme pendant des années et des années. Il y a eu plus de 100 000 morts, une situation épouvantable. L'Algérie a compris parfaitement quel était l'enjeu dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a donc fermé sa frontière, ce qui était très important si on veut évidemment coincer les terroristes. Et l'Algérie se comporte de façon tout à fait exemplaire. L'espace aérien est toujours ouvert pour les avions français Il n'y a pas de problème que je sache. L'Algérie, dans le respect de ce qui sont ses convictions, ses lois, que nous n'avons pas à commenter, elle agit de manière très positive. Alors revenons de l'autre côté de la frontière, dans ce fameux massif des Iphoras, M. Fabius, il y a bien entendu la délicate question des otages. Beaucoup d'angoisse chez les familles des otages français. Rappelons qu'aussi 7 otages sont également détenus probablement au Nigeria. Ils ont été capturés au Cameroun, dont 3 enfants d'ailleurs parmi eux. 4 enfants, pardon, et 3 adultes. Quelles sont les informations dont vous disposez au sujet des otages ? On imagine que la discrétion est de mise, mais tout de même, est-ce que c'est l'objectif Vous avez défini vous-même parfaitement quelle est notre attitude. C'est une attitude de grande détermination, parce que nous avons le souci permanent de retrouver ces otages, de les libérer. Les familles font preuve d'un courage absolument admirable, mais une règle, c'est d'être à la fois déterminé et discret. La seule chose que je puis dire, c'est que vraiment tous les services sont mobilisés, non seulement nos services à nous, mais l'ensemble des services, bien sûr, que s'agissant de la famille qui a été prise en otage dans le nord du Cameroun et du Nigeria, je me rendrai moi-même vendredi pour rencontrer le président du Nigeria et le président du Cameroun. Nous ferons le point sur cette situation et sur d'autres. Nous espérons que nous pourrons les libérer. Alors on va peut-être partir de Niza à Gao, parce que le temps presse. Une ville qui a été occupée pendant 9 mois, voire plus, par ces groupes islamistes. Une ville où les combats continuent, beaucoup de tensions. Il y a même eu des attentats suicides dans cette ville. Il y a donc une résistance, semble-t-il, acharnée de ces groupes, notamment du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le fameux Mujao. Alors, question qui se pose, qui peut parfois déranger. Les habitants ont-ils sympathisé avec le Mujao ? C'est ce qu'a voulu savoir notre envoyé spécial François-Xavier Freland. Regardez. Durant les 9 mois d'occupation islamiste, Mohamed n'a pas cessé d'être chauffeur de taxi. Il a tout vu, il connaît par cœur les hauts lieux du Mujao dans sa ville. Voici le commissariat dévasté où la police religieuse du Mujao interrogeait les mécréants, les buveurs d'alcool et autres fumeurs de cigarettes. Voici la prison à Gao du Mujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Les traces du fanatisme sont encore visibles. C'est là qu'on enfermait ceux qui allaient connaître ensuite le sort de la charia. C'est précisément ici qu'on jetait les fétichistes avec leurs gris-gris. L'un d'eux y aurait même été égorgé. Tout ça, c'est les gris-gris jetés ici. Les féticheurs. Au temps de Mujao, ils avaient interdit ça. La dernière personne, ils ont égorgé. Soucieux de s'implanter longuement, les islamistes ont compris que l'application de la loi divine n'était pas forcément populaire. Mohamed n'a pas oublié. Chez lui, il nous invite à boire le thé en famille pour en parler. Sa petite fille Aïcha est née au tout début de l'occupation islamiste. Bon, ma petite fille, elle est venue au monde dans le temps de Mujao. À l'époque, il n'y avait pas un moyen de déplacement, tout le monde n'était pas là. C'est moi-même qui me suis déplacé. Aller demander un service aux gens de Mujao s'ils peuvent venir prendre ma femme, la mener à l'hôpital pour l'accouchement. Ils disent que ce n'est pas un problème, ils sont venus, ils ont pris ma femme et l'ont menée à l'hôpital. Après l'accouchement, je suis revenu, ce sont eux qui ont ramené ma femme encore. Je suis très content. Ils m'ont même donné quelque chose, un peu de sous. Durant les 9 mois d'occupation islamiste, l'eau potable a été garantie dans la ville par le Mujao grâce à la coopération de la Croix-Rouge. Les services sanitaires de la ville étaient assurés par des milices de la jeunesse qui collaboraient avec Abdul Hakim, le chef des islamistes, moyennant finance. Le transport public était maintenu par une nouvelle compagnie islamiste. Si Abdul Hakim était là, on avait un problème d'eau, de courant,
Abdoul Hakim il a donné 50 millions à l'énergie malienne ici à Gao, l'eau et le courant pour le carburant. On avait un problème des moteurs, des bobines, tout est venu ici. Il nous a beaucoup aidé quand même. C'est ici, sur la place de l'Indépendance, que l'on surnomme désormais place de la Charia, signe que l'empreinte islamiste est profonde, que l'on coupait des mains. Pas très loin, nous rencontrons Mohamed Sidibé. Ce jeune fils de diplomate, autrefois rappeur et addict à la drogue, a trouvé depuis le chemin de la foi et de la sagesse. Il ne cache pas son penchant islamiste, proche du wahhabisme. Il dirige un hôtel à Gao que nous ne filmerons pas par sa volonté, le seul qui n'ait pas été détruit dans la ville par les islamistes, car il y proscrit depuis toujours l'alcool et la prostitution. Mohamed est un garçon courtois, cultivé. Quelques jours après la fuite des djihadistes, dont certains chefs logeaient dans son établissement, il revient sur ce qu'il appelle la révolution. Moi, personnellement, je n'ai rien contre cela, la charia, mais je pense qu'ils sont allés un peu trop vite, je pense. En Afrique, plus particulièrement au Mali, on sait qu'il y a une grande corruption de l'État et une injustice de la justice elle-même. Donc, quand ces deux choses se présentent dans une démocratie, donc on ne peut pas parler de démocratie, parce que la démocratie, ce n'est pas uniquement le suffrage universel, comme le croient nos politiciens, mais c'est aussi la bonne gestion de l'État, des ressources de l'État, de la justice, et qui empêchera forcément qu'on appelle des révolutions. Des révolutions, il va en avoir toujours en Afrique. Tant que nos dirigeants n'arrivent pas à gérer comme il faut, il y aura toujours des révolutions. En face de la place de la Charia, nous découvrons l'ancienne mairie, le palais de justice sous les islamistes. Un bâtiment dévasté par leurs anciens occupants, même si pour le maire, M. Sadou Diallo, la faute incombe davantage aux indépendantistes touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. À l'image de beaucoup de Maliens, on en veut davantage à ceux qui ont voulu diviser le pays qu'à ceux qui ont voulu imposer la justice de Dieu. Je suis plus énervé contre le MNLA plus que le Moujao, parce que le Moujao, le seul mal qu'ils nous ont fait, si même il reste des murs, c'est parce que le Moujao était là. Mais le Moujao, c'est le fait qu'ils ont violé nos femmes, ils ont violé nos femmes et ils ont coupé des mains de nos jeunes valides. C'est pourquoi ils m'énervent. Mais en réalité, tout ça, je le mets sur le dos du MNLA. Gao, ancien carrefour de commerce, était devenu le nouveau sanctuaire des islamistes au Mali. Aujourd'hui, beaucoup craignent que s'ils ne reviennent pas par la force, ils pourraient faire un retour inattendu par les urnes. Timon Coulibaly, en faisant du social, les islamistes ont pallié la faillite de l'État et c'est ce qui a favorisé l'adhésion de la population. C'est un défi que vous devez relever demain, vous, classe politique. Du social qui se finance sur l'argent de la drogue. Seulement de la drogue ? C'est ça, que de la drogue. Est-ce qu'ils ont un trésor public ? Certaines sources évoquent une aide directe ou indirecte du Qatar à certains groupes. Vous avez des informations à ce sujet, non ? Dans tous les cas, ce ne sont pas les financements habituels et ordinaires d'actions sociales tels que cela est admis dans les États organisés. Mais s'il y avait des services publics qui n'iraient pas vers cette manne-là. Ce que je vous dis, il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Ce qui s'est passé au Mali, en réalité, participe de la vulnérabilité de toute une bande sahélienne. Et la conflictualité endémique que nous constatons dans cette zone depuis plusieurs années ne trouvera sa solution effectivement que quand nous aurons des États forts, quand nous serons capables d'offrir une perspective différente à nos populations dans des systèmes économiques intégrés et effectivement des gouvernements débarrassés de la corruption. Il faut s'attendre à, c'est ce que lui appelle une révolution, il faudra s'attendre en tous les cas à d'autres troubles dans la région s'il n'y a pas justement un État fort, des services publics, un développement digne de ce nom. Mais il est clair que l'Afrique aujourd'hui fait face à un problème de développement. Un problème de développement tel que aujourd'hui, beaucoup de pays, face à la vulnérabilité, ont des difficultés précisément d'entretenir des armées fortes et bien équipées, et par conséquent sont très faibles. Lorsque les mouvements sociaux éclatent, la seule réaction, c'est de réprimer cela, ce qui
évidemment, remet les populations contre l'État, mais c'est aussi à cause de cela que précisément les criminels ont pu développer un peu cette économie criminelle, parce que lorsque les gens n'ont pas d'impôts, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas d'exploitation, etc. Mais on vous dit, ils financent 50 millions, 10 millions, etc. La bonne question, c'est où ils trouvent cet argent. Est-ce que c'est un financement pérenne? Est-ce que c'est un financement qui permet à un État de se construire et de durer? Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un service rendu ni au Mali, ni aux autres pays qui sont dans la vulnérabilité et qui sont les cibles prochaines de ces actions. Sur le développement, monsieur le ministre. Laurent Fabius, on a coutume de dire qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Et la réciproque est aussi vraie. Le 19 mars prochain, vous allez réunir les collectivités territoriales françaises et maliennes à Lyon. Est-ce que ce sera l'occasion pour vous de recentrer la politique africaine sur la coopération décentralisée ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités locales françaises qui travaillent avec des collectivités maliennes. Et il faut utiliser ce bon travail, cette coopération, pour favoriser les services publics maliens. Et puis il y aura une autre conférence sur le développement au niveau européen au mois de mai. Je reviens d'un mot sur ce que traitaient mes collègues. Il ne faut pas être dupe des choses. Et de ce point de vue-là, votre reportage, je crois, il faut prendre un certain recul comme vous le faites. Bon, il y a l'apparence. L'apparence, c'est que effectivement, vous pouvez avoir des gens qui rendent des services sociaux, localement, etc. Bien sûr. Mais la réalité, c'est que le Moudjahou, c'est un groupe narco-terroriste, c'est établi. Bon, ils vivent de la drogue. Et la drogue, il n'y a pas de choses qui aliènent le plus l'homme et la femme. Bon. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils utilisent les carences qui pouvaient exister des services publics, de l'État, etc. Et c'est une explication à l'adhésion qu'ils peuvent parfois avoir, c'est pas du tout une justification. Car rien n'est pire pour les populations que de se donner à des mouvements comme ceux-là, qui se fichent totalement du bien-être de la population et qui utilisent simplement un certain nombre de carences ou de lacunes pour mettre la mainmise sur la population et faire leurs affaires. Voilà le fond de la réalité. Mais pour lutter contre ça, encore faut-il qu'évidemment, en face, on accompagne le développement, que la corruption soit combattue, que les services publics soient en place, que l'État soit exemplaire, c'est clair. Alors, puisque vous parliez, Denise, de coopération décentralisée, j'aimerais saluer tout particulièrement la communauté malienne de France qui participe grandement à cette coopération décentralisée et qui agit à sa manière pour le développement du Mali. Cette première partie, tout ça touche à sa fin. Merci beaucoup à tous les trois, monsieur le ministre Laurent Fabius, monsieur le ministre Thiéman Coulibaly, et puis également représentant spécial de la CEDEAO, les pays d'Afrique de l'Ouest, monsieur Aboudou Touré-Chiaka. Merci à tous les trois. L'émission continue. Je vous propose de partir sans plus attendre maintenant à Bamako. Alors vous le savez sans doute, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, d'un risque, celui de l'effondrement, voire de la disparition pure et simple du Mali en tant qu'État-nation. Eh bien vous allez le voir, visiblement, il n'en est rien. Je vous vois, monsieur Coulibaly, qui n'acquiesçait pas du tout. Et c'est ce que va montrer ce reportage. On a parlé de guerre civile. Eh bien, elle n'a pas eu lieu. Regardez, les Maliens, la société malienne a résisté. Reportage Pascal Priestley, Guillaume Gouet. C'est une silhouette altière non loin des rives du fleuve, le regard tourné vers le soleil couchant. Modibo Keïta, initiateur en 1959 avec Léopold Senghor d'une éphémère fédération du Mali avec ce qui allait devenir le Sénégal, fondateur 18 mois et une séparation orageuse plus tard du Mali moderne. Il en reste aujourd'hui le père tutélaire. S'il n'attire plus guère les foules de collégiens et si les trois caïmans, emblèmes de Bamako, se désolent un peu dans leur bassin sec, son mémorial demeure l'un des seuls lieux de la capitale encore soigneusement entretenu. Gardien du souvenir et historien, Moussa Traoré s'offre volontiers pour rafraîchir les mémoires des rares visiteurs dont nous sommes. Politiquement, on peut aimer l'homme ou ne pas l'aimer, mais il reste quand même le père de l'indépendance, le premier président. L'homme par qui ce pays s'appelle Mali, parce qu'il faut se souvenir que c'est lui qui a dit un jour que la République du Soudan s'appelle désormais la République du Mali. C'est par lui qu'on reconnaît les trois couleurs du drapeau vert, jaune, rouge, c'est son choix, n'est-ce pas? C'est par lui qu'on est fier d'une certaine devise, un peuple, un but, une fois, qu'on lui doit. C'est par lui que tous les Maliens frémissent au son de l'hymne national du Mali, à ton appel Mali. Socialiste et figure à son heure de gloire des indépendances africaines, Modibo Keïta fréquente Nasser, Mao ou encore Che Guevara. Chassé en 1968 par un coup d'État, déjà, il meurt emprisonné 10 ans plus tard.
De son époque de foi partagée en un avenir radieux, seuls demeurent aujourd'hui quelques vestiges édifiants sur les murs de la ville ou les pelouses d'une assemblée nationale désœuvrée. C'est une litote, le rêve originel ne s'est pas réalisé. Loin des valeurs de sa naissance, le Mali est devenu l'une des économies de marché les plus pauvres du monde, au 175e rang mondial. S'il voit par les yeux de sa statue, Modibo Keïta peut contempler à ses pieds une neuve et pompeuse cité administrative à la mesure d'une bureaucratie corrompue, pillée il y a moins d'un an par une soldatesque débridée. Derrière lui, un pays blessé, dont l'armée considérable a surtout révélé son aptitude au putsch, mais encore peu, malgré les occasions, celle de servir. Écrivain et auteur à l'indépendance des paroles de l'hymne national, Sédou Badia fut compagnon de Modibo Keïta et l'un de ses ministres. Je suis profondément meurtri quand je vois ce qu'est devenu ce pays que j'ai vu naître. Notre œuvre a été pratiquement condamnée à la déliquescence. Je ne suis pas très fier de la classe politique qui nous a succédé. Tout n'est pas brisé, pourtant, du rêve malien. Si l'État et une grande part des élites ont failli jusqu'à la caricature, la société, elle, a mieux résisté. Dans les heures les plus sombres, le désir de 15 millions de Maliens de sensibilités religieuses diverses et d'une vingtaine d'ethnies fort différentes de continuer à vivre ensemble n'a jamais été vraiment remis en cause. Avant même la contre-offensive, les djihadistes ont échoué à transformer leur aventure en guerre civile. Le Mali ne peut pas mourir. Le Mali est une très vieille nation. Nos mères, nos grands-mères nous ont chanté ce pays. Avant qu'on ait abordé l'école française, nous savions déjà qui nous étions, qui nous sommes. Et aujourd'hui, tandis que les militaires continuent de régler à l'occasion leur querelle à la mitraillette dans les rues de la capitale, que le président transitoire du pays nomme à de hautes fonctions le capitaine putschiste qui l'a fait tabasser, c'est encore des tréfonds de la société que viennent les signes les plus positifs de reconstruction. Médecin originaire de Gao installé à Bamako, Mariam Maïga coordonne un réseau de femmes pour la paix. On est dans le cadre d'un conflit armé interne. On n'est pas dans le cadre d'un conflit inter-État. Nous avons l'obligation de nous entendre. C'est indispensable. Parce que tout simplement, nous partageons le même terroir, nous partageons les mêmes ressources. Il est important qu'on revoie notre façon de vivre ensemble. Ailleurs dans le pays, ce sont aussi les artistes qui se mobilisent. De Tikenja Fakoli au rappeur Master Soumi, ils ont mis en commun leur voix pour un clip qui passe en boucle sur la télévision malienne. Avec eux, Raïra Arbi, chanteuse célèbre de Tombouctou, repliée comme beaucoup dans la capitale. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le Mali? Aujourd'hui, il faut que les Maliens comprennent une chose, que le Mali là, personne ne peut le construire si ce n'est le Malien. Il faut que le Malien se concerte, il faut que les Maliens se parlent, il faut que les Maliens sachent qu'ils sont de même mère. Réconcilier et panser les blessures, pardonner, c'est de Bamako à Tombouctou le mot d'ordre le plus entendu. Un slogan, peut-être, mais il correspond à une volonté réelle et dans l'ensemble partagée. Revanche des humiliés d'hier, la libération n'a pas donné lieu dans la population aux bains de sang ni même aux vengeances un peu vite annoncées par les Cassandres. Le pays fissuré reste à cet égard réparable et somme toute résilient. La reconstruction d'un État légitime et respecté, elle, est une toute autre histoire, bien plus incertaine.
Et place à la deuxième partie de cette émission spéciale Mali. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en cours de route. Cette deuxième partie sera consacrée en particulier à la réconciliation nationale et à la délicate question politique, celle des revendications des Touaregs. 4 invités nous ont rejoints sur le plateau de TV5 Monde. El Hadji Baba Aïdara, bienvenue à vous. Vous êtes député de Tombouctou, vous présidez le collectif des élus du nord du Mali. Avec nous également Abdoulaye Atayoub, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'organisation de la diaspora Touareg en Europe. Vous avez également fondé l'association Temoust, c'est bien comme ça qu'on le prononce. Merci d'être avec nous. Michel Gali, tout juste de retour du Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, vous êtes professeur de géopolitique à l'IDERI, l'Institut des relations internationales. Avec nous également un artiste malien engagé qui suit de très près l'actualité dans son pays. Bonsoir Cheikh Tidiane Seck. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes donc musicien, guerrier, c'est le titre de votre nouvel album. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Et bien, puisque l'on parle d'un conflit, on va essayer d'adoucir justement quelque peu l'atmosphère. On écoute un extrait de votre disque, Place au groove mandingue. Sinamusolu barabo, signolu barabo, dugukolo la verebola. Oh, zani jamate, oh, cheche drame, oh, mangala kamara. Cheikh Tidiane Seck, au début de l'intervention française, vous avez déclaré être à 200% pour la France. En demandant au gouvernement malien de négocier avec le MNLA de la France, vous dites « elle s'égare ». Que lui reprochez-vous ? Oui, je reproche le fait que nous étions en otage tous, toutes les communautés que constitue le Mali. Ça veut dire des Touaregs en passant par les Malinqués. Il y avait un branle-bas, le combat qui a frisé même l'anarchie. Et là, maintenant, M. Hollande intervient. Et Conan, Djabali, j'étais à Djabali quand les rebelles sont arrivés là-bas. Et Tombouctou, Gao sont repris par l'armée française. Et je suis dans l'euphorie totale, au nom de tous les artistes. Et soudain, on arrive à Kidal. Non, soudain, l'armée régulière d'un pays souverain n'a pas le droit de rentrer dans Kidal. Et donc, je dis, mais écoute, qu'est-ce qu'on nous cache ? C'est pas ce que disaient les invités dans notre première partie. Ils disaient que l'armée malienne pouvait y aller. Abdoulaye Atayoub, votre réaction à cela, ça vous surprend, vous, en tant que représentant des Touaregs d'Europe ? Moi, ça ne me surprend pas spécialement, effectivement, parce que je pense qu'il y a effectivement des raisons diplomatiques, politiques que nous autres, on peut ignorer. Ceci dit, nous, en tant que diaspora Touareg en Europe, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est la question Touareg de manière générale, et aussi la manière dont le Mali va trouver une solution à la fin, avec la région de l'Azawad, donc en sachant que les MNLA dont on a parlé tout à l'heure a quand même mis un peu d'eau dans son... Il ne demande plus d'autonomie. Voilà, il ne demande plus d'autonomie, mais il pose comme condition finalement de voir d'abord ce qui va se passer pendant les négociations. Donc je pense que c'est plus un constat que les MNLA a fait. Je rappelle ici quand même rapidement que les MNLA est né seulement il y a un peu plus d'1 an, et que ce n'est pas les MNLA en tant que tels qui posent problème, c'est plus la question Touareg sur le fond qu'il faut traiter. En tout cas, nous, c'est ça qui nous intéresse. Alors, quel est le problème, Michel Gali, sur le fond, justement ? Vous allez y revenir, mais juste sur le fond, que les téléspectateurs comprennent bien quelles sont les revendications des Touaregs. Oui, alors je ne suis pas porte-parole du MNLA, mais effectivement... Il est là, le porte-parole du MNLA, d'Europe, des Touaregs, pardon, d'Europe. Alors, c'est vrai qu'ils ne demandent plus l'indépendance, ils demandent l'autonomie. Et ils sont... je crois que vous avez fait allusion, sur plusieurs pays, dont c'est un peuple sans État, à la recherche d'un foyer national, il faut bien le dire, ça peut rappeler les Kurdes du mais qui est à cheval sur plusieurs États dans la sous-région. Sur plusieurs pays. Et ils sont quand même pas très nombreux, on discute des chiffres, au nord du Mali, qu'on appelle Azawadoupa. Par contre, ils sont très nombreux à Kidal. Et il y a toujours une tradition d'ailleurs coloniale,
peut-être malheureusement, de tentation pour l'armée française s'allier aux Touaregs. Ça a été le cas il y a 1 an. Et pour beaucoup, ça a été la cause du début du conflit. C'était de jouer le MNLA, les Touaregs, pour liquider Agmi et libérer les otages. Donc voilà un peu le contexte de l'intervention et cette principauté Touareg qui dit pas son nom à Kidal. Mais comment se dessine aujourd'hui la réconciliation entre toutes ces communautés, les Peuls, les Arabes, les Touaregs, les Songhai? Est-ce que la classe politique à Bamako aujourd'hui est consciente du défi qu'elle devra relever pour rebâtir une nation? C'est-à-dire, quelqu'un que vous devez connaître, le député Muntagatal me disait que le 27 février, il a réuni à peu près tous les partis, il a fait une plateforme et leurs revendications sont très nationalistes et hostiles à toute négociation. Alors je dirais cette volonté de dialogue et de réconciliation, c'est un peu le pouvoir politique français qui en fait la promotion, y compris la commission Vérité et Réconciliation, qui est peut-être un peu précoce, je dirais. Mais les Maliens souhaitent quand même une déconcertation nationale, El Hadji Baba Aïdara. Qu'est-ce qui va changer avec ces concertations nationales? On sait qu'en 1991, il y a eu la conférence nationale, il y avait des décisions qui avaient été prises, et on a vu que dans le terme, aujourd'hui, rien n'a été respecté. Merci. Il y a lieu de situer et vraiment de cadrer ce que viennent de dire les autres interlocuteurs. Je suis heureux que le MNLA ne représente pas les Touaregs. C'est très important cela. Et le MNLA a trompé, la France a trompé le monde entier en faisant croire que le MNLA représente le peuple Touareg. C'est très important de le noter. Et ensuite, nous allons passer à d'autres étapes. Et que le peuple Touareg dont le représentant en Europe ici parle, n'a aucun problème avec le Mali. Aucun problème avec le Mali. Le président John Kounda l'a rappelé. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème Touareg au Mali. Il faut que cela aussi soit clair. Enfin, il n'y a pas de problème, il y a quand même un... Non, j'arrive. J'arrive, je ne suis pas... Il y a des Touaregs qui revendiquent quand même... Non, les Touaregs ne revendiquent pas. Ah, ils revendiquent rien. J'arrive, parce qu'il faudra que les choses... Le MNLA revendique au nom des Touaregs. Et ceux qui sont derrière le MNLA, qui sont des enfants de 27-30 ans, sont les historiens ou bien les idéologues d'une certaine rébellion ou bien d'un certain nombre de visées dépassées. Cependant, vous parlez de concertation, nous ne revenons pas à ça. Il n'a pas été dit que le Mali va faire des concertations. Le président de la République vient de décréter la création d'une commission de dialogue. Pas de négociation. Avec qui que ce soit, nous dialoguons sur les problèmes du Mali, sur les problèmes du nord du Mali. Pourquoi cette rébellion? Pourquoi tout le temps cela? Au niveau des Touaregs, entre nous, inter- et intracommunautaires. Alors on entend effectivement que le MNLA ne représente pas tous les Touaregs. Tout à l'heure, j'ai commis ce lapsus. Alors, vous ne représentez pas, qu'on soit bien clair, le mouvement national de libération d'Azawad, mais on a quand même l'impression qu'on passe d'un schéma à un autre. Donc, en gros, tous les Touaregs ne demandent rien si ce n'est le MNLA. C'est ça, si je comprends bien, monsieur le député? Il ne faut pas se tromper, effectivement, du débat. La question, c'est pas si les MNLA représentent ou pas les Touaregs. Les MNLA portent des revendications qui existent depuis 50 ans. Oui, mais que je trouve que le MNLA lui-même, en tant que structure, en tant qu'organisation, existe depuis 1 an. Mais la revendication, notamment Touareg, aujourd'hui de l'Azawad, existe depuis 50 ans. C'est pourquoi la question Touareg est-elle toujours récurrente au Mali et pas dans les pays voisins où existent aussi des communautés Touareg? La question Touareg se pose aussi au Niger, par exemple. Elle s'est posée, elle ne se pose plus. Elle se pose plus, justement. Elle se pose toujours. Elle ne se manifeste pas de la même manière qu'elle se pose aujourd'hui au Mali. Mais la question Touareg n'est pas du tout réglée encore au Niger. Donc, ce que dit monsieur sur le fait qu'il n'y a pas de problème Touareg au Mali, moi je suis un peu surpris. À partir du moment où vous savez quand même ce qui s'est passé depuis la naissance du Mali jusqu'à maintenant, entre la communauté Touareg, là je ne parle pas de l'Azawad ni des MNLA, entre la communauté Touareg et l'État malien depuis 50 ans, on a connu quand même des rébellions, des massacres depuis les années 60, les années 90. C'est quand même pas pour rien que de jeunes s'élèvent armés. Mais il y a eu le pacte national de 92, il y a eu les accords d'Alger de 2006. Malheureusement, ont-ils failli? Ces pactes nationaux des années 90 n'a pas été respecté par l'État malien. Et je fais partie des gens qui pensent que si les pactes nationaux avaient été respectés, c'est-à-dire que si la communauté internationale avait assuré les suivis de ces pactes nationaux, aujourd'hui, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et parce que ce pacte national, effectivement, contient effectivement des éléments qui sont positifs. J'ai bien aimé en même temps qu'on vous comprenne bien. Monsieur le député. Merci. J'ai bien aimé si la communauté internationale avait respecté le pacte. Vous avez entendu? Attendez. Le contenu du pacte, le suivi du pacte. On a fait promettre dans un pacte des choses qui dépassent de loin les capacités du Mali. On a promis ça pour résoudre les problèmes. Vous êtes représentant des Touaregs.
En Europe. En Europe. Je suis président d'une association. Et moi, je suis un Bambara doublé d'un Malien. Mais vous êtes tous les deux des Maliens. Merci, c'est ce que j'en viens. Vous n'êtes pas d'origine malienne. Oui, mais bon, donc vous n'êtes pas d'origine malienne en plus. Et vous pensez que... En tant que Touareg. En tant que Touareg, moi je vais vous dire, nous au Mali, quand on dit, il y a un adage qui dit, quand tu tues un Malien, c'est un autre Malien qui en sort. Les Touaregs qui sont au Mali sont Maliens d'abord. Si les Maliens acceptent, oui. Mais non, on l'a toujours accepté. Depuis 50 ans. Oui, mais ils se disent sous-représentés, ils disent qu'ils sont ostracisés, Attendez, la mauvaise gouvernance ou bien le mauvais répartissement des richesses d'un pays ne peut pas légitimer un État dans un État, monsieur. La question qui se pose, c'est que justement, il y a un mal flagrant à accepter peut-être ce mélange-là. Entre ceux qui viennent du Sud et ceux qui viennent du Nord. Un élément de comparaison avec le Niger me semble intéressant. S'il y a un problème Touareg, c'est certes parce qu'ils sont périphériques dans tous les sens du terme. Ils sont marginalisés économiquement, mais il y a d'autres périphéries en Afrique. Donc, il y a des revendications évidemment identitaires. Dans le cas du Niger, ils ont été d'abord désarmés, puisqu'on en reparlera, c'est la guerre en Libye qui est au fond la cause de la crise au Mali. Ils ont été désarmés, ils ont été intégrés dans l'armée, ils ont été intégrés politiquement, puisque le président le Premier ministre au Niger est un Premier ministre Touareg. Et une des causes de la guerre, c'est la mauvaise gestion de l'ancien président malien, ATT, qui les a accueillis sans les désarmer et qui les a pas intégrés. Donc ils se sont constitués une sorte de principauté qui a en quelque sorte s'est transformé au fond en mouvement indépendantiste puis autonomiste. Juste rapidement, pourquoi la guerre en Libye est responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Parce que notamment il y avait une légion Touareg de Kadhafi qui est revenue avec armes et bagages au Mali, au nord du Mali, avec des combattants je vais donner une précision ici. Il est très important de donner une précision ici. Le pacte national dont il vient de parler, de 92 a fait commettre au nom de la paix beaucoup d'erreurs. Dont le fait de désarmer le nord du Mali. Et ensuite, on est venu accuser le Mali d'être le ventre mou de la drogue, de ceci, de cela, et laisser désarmer le territoire malien, démilitariser le territoire malien. Mais si c'est démilitarisé, ceux qui sont venus de Libye sont rentrés massivement. Mais je tiens à dire, ce n'est pas un groupe armé qui est rentré. Ce qui est d'ailleurs condamnable parce qu'on a pu voir avec les satellites des convois de 4x4 de Kadhafi, on ne voit pas des convois de grands camions portant des missiles pour rentrer au Mali, on ne l'a pas dénoncé. Mais désarmé parce qu'il y a eu des exactions, dans les années 60-90 contre la population touareg aussi. Ce qu'il vient de dire, c'est très important. Moi, je suis le président de la cellule de crise de l'Assemblée nationale qui s'est rendu en novembre 2011 pour rencontrer les jeunes du MNLA. Ils viennent de transformer MNLA en novembre 2011 pour leur dire n'allez pas faire ça contre le Mali. Et tenez-vous bien, ce n'est pas une armée qui est venue de Libye, c'est 3 groupes qui sont venus de Libye. Il y a des groupes qui ont dit voilà notre matériel, c'est pour notre pays. C'est ce que nous avons amené comme butin de guerre. Ils ont rallié. Et c'est pourtant des Touaregs. Les autres, si vous permettez, moi je pense que c'est une erreur. Je pensais effectivement que c'est la crise libyenne qui a accouché finalement de la guerre au Mali aujourd'hui. C'était un facteur. La question politique qui se pose au Mali existe bien avant la rébellion du MNLA, bien avant la naissance du MNLA. Donc on ne peut pas tout réduire à la question libyenne. Je veux dire, à mon avis, c'est très réducteur de réduire ça. Après, la question de fond, encore une fois, entre les Touaregs et l'État malien, vous, en tant que parlementaire, en tant qu'élu malien, moi, je sais pas où étaient les démocrates maliens, je sais pas où vous étiez quand, dans les années 90, l'armée malienne a massacré à Léré, a massacré à Goussi, a massacré dans toutes les villes, finalement, du nord du Mali, des populations Touaregs sur des délits du faciès. On ne peut pas aujourd'hui me dire que les Touaregs n'ont absolument aucune raison de se sentir menacés dans le nord, alors qu'on a assisté à cela il y a quelques années. Les questions des droits de l'homme non seulement disent qu'historiquement, malheureusement, il y a eu des rébellions successives et des victimes civiles Touaregs, et tout le monde a peur que ça se passe maintenant. Vous voyez le dernier rapport de l'ONU, on ne peut pas nier quand même des faits qui sont malheureux. De même, je me permets de vous dire, les exactions du MNLA à Guelor, où une centaine de soldats maliens ont été égorgés. Je ne suis pas sûr que ce soit les MNLA qui ont commis écoutez, il faut équilibrer la situation. Vous êtes d'accord une commission d'enquête sur ce qui s'est passé à Guelor? Le représentant de la communauté Touareg en France, en Europe, peut nous dire
quels sont les problèmes que les Touaregs ont avec l'État malien. Parce que ça, c'est très important. Et ça, il dit depuis 1958 ou bien depuis 1960, il nous cite 1991 qui vient de se passer, quand il y a eu encore une autre rébellion de jeunes Touaregs. Maintenant, dans tout, il n'y a pas de guerre propre. Ça peut arriver. C'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il ne faut pas commencer ça parce qu'il faut... Quels sont les problèmes? On a eu un Premier ministre Touareg. On a eu un Premier ministre Touareg. Monsieur le député, s'il vous plaît. Non, respectez le temps de parole de chacun. Je vous propose de partir tout de suite dans une région dont on n'a pas parlé depuis le début de cette émission. On va continuer à parler de ces tensions communautaires. Il y a peut-être, en tous les cas, certains des intervenants dans ce reportage qui vont vous donner le bel exemple, puisqu'elles arrivent à cohabiter ensemble, notamment des agriculteurs, des éleveurs. Alors c'est dans la région de Mopti, pas très loin de la ligne qu'on appelle de démarcation entre le nord et le sud finalement. Finalement, une région dont on parle peu, hein. Vous allez voir, les différentes communautés arrivent finalement à s'entendre. C'est un reportage de Pascal Priestley, Guillaume Gouet et Bertrand Martineau. Pays Dogon, Pays Peu, le reportage. Un dimanche matin à Bandiagara, petite bourgade du Pays Dogon. Église catholique pleine, fidèles recueillis mais attentifs, pour un office à la fois ordinaire et teinté de soulagement. Afin que le Seigneur continue toujours à garder le Mali dans sa bonne grâce, prions. Pour se partager les difficultés. Comme d'habitude, la messe est bilingue, français et bambara, la langue vernaculaire dominante du Mali. Le père Jean-Jacques, lui, est congolais. Nommé à Gao dans le cadre d'un échange international, il a dû fuir le nord lorsque les djihadistes s'en sont emparés. Chacun doit rester mobilisé pour sauver la patrie. Venu d'un pays dévasté par la guerre pour une mission théoriquement ordinaire, il se retrouve au cœur d'une tourmente imprévue qui l'étonne encore. On ne pensait jamais qu'il y aurait l'insécurité, même une guerre au Mali, jamais. Au niveau de la culture même, la culture malienne est une culture plutôt d'ouverture et de dialogue. On ne pensait jamais que ça arriverait jusqu'à ce niveau-là. Dogon majoritaire, mais aussi Bobo, Peul, Bambara et bien d'autres, la petite ville de Bandiagara ressemble à un condensé du multi-ethnisme malien, augmenté d'une singularité, la cohabitation des religions. Islam toujours très majoritaire, mais importante communauté catholiques et protestantes, évangélisées dans la période coloniale ou même après. Si les chrétiens ne pèsent en population que 3% à l'échelle nationale, beaucoup se trouvent dans cette région centrale du Mali, entre fleuves et petites montagnes, non loin de la frontière burkinabé. Une terre à l'égard des conflits, mais pas à l'abri. L'occupation djihadiste s'arrêtait à quelques dizaines de kilomètres d'ici, aux portes du Pays Dogon. Membre actif de l'Église, Sylvestre n'a pas oublié ces heures du mois de janvier dernier, lorsque, juste avant les frappes françaises, l'ultime offensive de la rébellion paraissait devoir tout emporter. Tout ce qui est signe de l'Église, nous avons voulu que ça soit beaucoup moins visible. C'est ce qui explique la situation. Chrétienne, elle aussi, Philomène dirige une association de femmes. Sa peur d'alors, analyse-t-elle aujourd'hui, était multiforme. On avait réellement peur de perdre tous les trois, et le pays, et la religion, et notre dignité en tant que telle. Parce que s'ils venaient imposer, on était obligé de vivre leur imposition, leurs choses-là. Mais en fait, ça ne sera pas notre liberté. On ne sera pas libre, on ne sera pas digne de soi-même, quoi. Donc on avait quand même un peu peur de perdre le tout. Au fond d'eux-mêmes, animistes, bien autant que musulmans ou chrétiens, nombre de Dogons disent en plaisantant à moitié qu'ils ont été ce jour-là, et d'autres, protégés par les abeilles guidées par leur force magique. Vrai ou faux, les djihadistes en tout cas sont repartis bien loin au nord, un autre monde, et avec eux des valeurs que personne ici ne comprend très bien. Parmi les plus agacés, l'imam de la vieille mosquée de Bandiagara. Dans sa pénombre et le murmure des prières, il y a juste un siècle, Amadou Ampateba y côtoya son maître soufi Tierno Bokar. Rien n'y a beaucoup changé. Ces gens-là ne sont pas des musulmans comme nous. L'islam, c'est la paix. Ces gens-là sont venus pour tout gâter, et ils ont tout gâté. Ce sont des mauvais gens.
Aucun règlement de compte ici à la débandade des djihadistes. Ce n'est pas dans le caractère local et d'ailleurs on ne leur connaissait nul sympathisant. Un peu appauvri par l'évanouissement total de son maigre tourisme d'antan, Bandiagara est retourné à sa coexistence dont elle mesure mieux aujourd'hui le prix. On a eu très peur pour ce Mali-là. Et ce Mali, lorsqu'on suit un peu l'inquiétude de part et d'autre, lorsque chacun dit le Mali, bon, qu'est-ce que ça, le Mali, ainsi de suite, on sent que effectivement on a eu peur pour ce Mali. Ça existe et les gens sont attachés à ce Mali et on n'a pas envie de perdre cela. À 1 heure de route de Bandiagara, Diaba, un monde voisin et bien différent. Quelques hameaux de Banco dans une brousse plate et désertique, 2 ethnies ici réunies, des bobos cultivateurs, des peuls éleveurs. Une dualité à l'origine de bien des guerres africaines, pas ici. Lors de l'hivernage, les peuls quittent le village avec leurs troupeaux pour ne pas gêner les cultures. Des combats qui se sont déroulés à une centaine de kilomètres, on a seulement eu quelques échos, par téléphone ou par l'unique télévision du village. Quelques convois militaires aussi, au loin sur la route. Rien de très concret, mais assez pour faire peur. Personne n'aime la guerre. C'était très loin peut-être, mais on a quand même eu peur quand les djihadistes ont approché. Les habitants ici n'ont jamais connu de conflits armés, encore moins religieux. Guide de leur existence, leur islam est celui de leurs pères et grands-pères, exigeant, mais ni punitif, ni guerrier. Nous sommes musulmans. Cette mosquée que vous voyez, c'est nous qui l'avons construite de nos mains. L'islam de ces djihadistes, avec leur soi-disant charia, on ne connaît pas. Pour nous, ce sont des étrangers. Mémoire du village, Timor peut réciter la liste des présidents depuis l'indépendance. De mal en pis, selon lui. Sans eau courante ni électricité et dépourvu de toute infrastructure, Diaba ne doit d'ailleurs pas grand-chose à l'État, sinon l'école, à quelques kilomètres, laïque et républicaine. Lorsqu'ils ne sont pas pris par les travaux des champs ou des bêtes, les enfants y acquièrent des notions à la fois lointaines et constructrices. Les pays limitrophes du Mali sont le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Donc ça, ce sont les pays limitrophes du Mali. Ici, le Mali prend-il un contour, une forme, avec des voisins, une histoire, celle d'un pays jeune et millénaire à la fois, au destin ces derniers temps fort bousculé, mais finalement sûr d'exister, avec tout compte fait, des valeurs dans l'ensemble partagé, avec un avenir aussi. Ce n'était qu'une leçon, par définition scolaire et venue d'ailleurs, mais elle est écoutée et elle prend aujourd'hui un peu plus de sens. Voilà, le calme est revenu. Sur ce plateau, chacun a repris ses esprits et Michel Gallet nous disait entre-temps que c'est totalement le type de discussion que l'on entend aujourd'hui à Bamako. C'est très passionné autour de cette question Touareg. Denise, à vous. Michel Galli, cette crise est la preuve que la classe politique malienne a failli. Elle est totalement déconsidérée, sans parti politique pour une population d'à peine 15 millions d'habitants. Sur quoi va se refonder le nouvel État malien demain ? Alors vous avez raison, mais il y a encore quand même une société civile. Sur les 100 partis que vous avez cités, il y en a quand même 3 ou 4 importants d'après les leaders. Et puis, il faut bien dire un État, aussi un État, je ne sais pas s'il est failli ou déstructuré. Et Ibeka, le fameux homme politique, Ibrahim Boubacar Keïta me disait la semaine dernière, c'est un État par procuration. Au fond, tout le monde le sait, hein, c'est l'armée française, l'armée tchadienne, les armées ouest-africaines qui font la guerre à quelque part à la place de l'armée malienne. Donc, c'est un des 10 pays les plus pauvres du monde. On dirait que tout est à refaire. Alors, est-ce qu'il faut une concertation ou des assises nationales comme à l'époque des conférences nationales, il y a une vingtaine d'années ailleurs, ou est-ce qu'il faut aller très vite aux élections, comme le voudrait notamment la France, pour reconstruire autre chose ? Tout le monde sait qu'on a un président par intérim, mais au fond, un gouvernement faible, et toujours le capitaine Sanogo, l'ancien putschiste, donc un pouvoir divisé, d'ailleurs, qui ne correspond pas à ce que vous appelez le pouvoir Fanga, le pouvoir en Bambara, qui est un peu personnalisé, fort, autoritaire, quelque part. Donc, personnellement, je trouve que soit la comité Vérité et Réconciliation tout de suite,
soit les élections en juillet, c'est un peu prématuré, on n'a pas liste électorale. S'il y avait un reproche que vous feriez aujourd'hui à la classe politique malienne, dont vous faites partie, quel serait-il ? Non, la classe politique malienne, effectivement, à un moment donné, 165 partis, vous parlez de 100 partis, 165 partis, c'est exagéré, c'est énorme. Mais si vous prenez les programmes de tous ces partis politiques, ils sont les mêmes. Nous n'avons pas d'orientation politique ou de vision qui nous oppose. En fait, tout le monde veut donner à manger aux Maliens, tout le monde veut les scolariser, tout le monde de la santé. C'est les mêmes c'est des problèmes d'hommes. Mais est-ce que le député que vous êtes ne se sent pas aussi comptable de cette situation? Parce que le Parlement n'a pas joué son rôle de contre-pouvoir. Vous venez tout de suite, vous sautez pour pouvoir accuser immédiatement le Parlement. Le Parlement... Je n'accuse pas complètement le Parlement, mais je dis que vous n'avez pas joué votre rôle de contre-pouvoir. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas une question de contre-pouvoir. Ici, quand vous dites 50 partis politiques et que la Constitution permet d'avoir un président indépendant. Mais tous les partis politiques se réclament du président, il n'y a plus de contre-pouvoir. Voilà ce qui s'est passé. Au Mali, pendant cette période-là, c'est ce qui a amené une forme de gestion consensuelle du pouvoir. Voilà, ça a cassé le Vous irez voter en juillet si le scrutin est maintenu? Moi, je pense que c'est prématuré. Je pense que c'est un peu trop tôt. Et nous devons légitimer notre gouvernance, ça veut dire mais ne pas tenir des élections en juillet, ça veut dire aussi que la transition va durer presque éternellement. Pas éternellement. Justement, nous pourrons veiller à cela parce que pour le moment, nous sommes en crise. Un État qui est sous, pas embargo, mais je veux dire, il y a l'état d'urgence décrété dans tout le pays. Et puis, dans quelques mois, on va faire des élections présidentielles. C'est incongru, c'est bizarre que même on puisse penser cela, étant donné que les problèmes ne sont pas réglés. Réellement, au fond, ça veut dire la mauvaise gouvernance, ça veut dire le jugement des uns et des autres vis-à-vis des autres. Moi, je dirais seulement, le Malien est en otage dans toute sa forme. Ça veut dire le coup d'État, est-ce que ça a été motivé par une peur d'aller là-bas affronter des gens qui sont hyper armés, qui venaient avec des armes sophistiquées de Libye et ils étaient désarmés. Donc, est-ce que le coup d'État n'est pas un réflexe pour dire non, écoutez, mettons les cartes sur table et essayons de voir. Mais moi, je ne vais jamais légitimer un coup d'État militaire, de toutes les façons, en Afrique en général, pas le Mali seulement. Je vais dire seulement l'histoire d'essayer de créer une division. Monsieur est un Touareg, représentant les Touaregs du Niger ou du Mali, tout ça. Moi, c'est ce que je veux dire. Pourquoi il n'y a pas un représentant des Touaregs du Mali ici sur cette tribune? Et c'est vous qui parlez au nom des Touaregs. Déjà, dans l'association et dans l'organisation, il doit y avoir des Maliens quand même. C'est d'ailleurs la question que tous les Touaregs. C'est comme, on arrive devant Kidal, l'armée malienne ne peut pas rentrer. C'est du même ordre pour moi. Et je vous dis, il y a en Europe, quand on parle de la question basque, on peut très bien l'aborder en Espagne, en France, de transfrontalière. Juste une réaction. Que vous dites justement les Maliens qui sont dans votre organisation à ce sujet, sur cette élection, c'est des choses dont on parle? Oui, tout à fait. Notre organisation, de toute façon, on s'intéresse à la question touareg de manière générale. Et sur ce point précis, qu'elle se pose au Mali ou qu'elle se pose au Niger ou dans d'autres pays. Donc, sur la question de ce qui va advenir du Mali de demain, donc est-ce qu'il y aura des élections ou pas, nous, on pense qu'effectivement, les élections, tant que la question politique de fond, encore une fois, tant que l'État lui-même n'est pas remis en cause dans sa forme actuelle, ça n'a aucun sens de faire des élections alors qu'il y a des centaines de milliers de réfugiés qui sont dans d'autres pays. Dans sa forme actuelle, c'est-à-dire qu'on considère qu'un État centralisé... Mais y a-t-il un modèle politique, Michel Ghali, pour le Mali? Quel modèle politique? Il faut dire que c'était aussi, je suis désolé, des élections truquées régulièrement, avec des ordres... Mais pourquoi la communauté internationale, pendant 20 ans, a fermé les yeux sur cette démocratie de façade? Elle a cautionné, c'était appelé dans un livre célèbre, la tétécratie. En fait, c'était un militaire et puis c'était des milieux quand même corrompus qui truquaient les élections régulièrement. Alors, à un moment, le politique est passé par le religieux. C'est pour ça que le terme terrorisme paraît inadéquat. Il y a peut-être 15 à 20%
wahhabites dans la capitale, qui suivent notamment Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique, qui a obtenu un ministère du religieux, au fond. Et puis vous avez aussi, autour de villes comme Gao, des partisans peut-être minoritaires, on en a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, Michel Galli. Merci. Sur le problème des élections au Mali et ce qui doit être de la gouvernance. On doit malheureusement rentrer dans l'analyse. Je suis parfaitement d'accord quand même, il faudra que les choses se situent. C'est que le Mali, aujourd'hui, a besoin d'aller aux élections pour rendre légitime toutes ces institutions. C'est important pour résoudre tous les problèmes de fond qui sont qui traînent. Merci beaucoup, El Hadji Baba Aïdara. Merci, monsieur le député. Michel Galli, merci. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Seck, et musicien malien, on le rappelle. Merci beaucoup, Abdoulaye Atayoub, d'avoir été avec nous sur TV5 Monde pour ce numéro exceptionnel. Pour rester informé, donc, les éditions, nos journaux télévisés, le Journal Afrique, c'est sur TV5 Monde de tous les jours. L'actualité, c'est également sur notre site internet tv5monde.com. Merci de votre fidélité. À très vite sur TV5 Monde.